Bonjour, rebonjour plutôt pour un certain nombre d'entre vous et bienvenue donc dans ce live de 12h30. Nous allons parler aujourd'hui qui a tué John Kennedy. Déclassification des derniers dossiers détenus par le pouvoir américain. On en attendait beaucoup. Peut-on avoir des certitudes aujourd'hui? Je sais pas, j'ai lu la presse hier et ce matin, presse française. Bah non, il n'y a rien, c'est Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy. Non? C'est pas la version. C'est qui alors? C'est les Russes? Il y a peut-être les Russes dans le coup. La CIA, Cuba, les Russes. Finalement, de Kennedy à Samuel Paty, je parle aux menteurs pathologiques comme Darmanin, c'est les Russes. C'était déjà les Russes, évidemment, certainement. Bon, trêve de plaisanterie, les données, on les avait. On avait déjà tout un tas de certitudes sur le fait qu'il n'y avait pas que Lee Harvey Oswald. Il n'y avait pas non plus que Ruby qui tue Oswald. Ah, ça tombe bien. Ça évite, 2 jours après, le surlendemain de l'assassinat du président Kennedy à Dallas, eh bien de fort opportunément faire en sorte qu'il n'y ait plus de témoins directs, en tout cas le principal intéressé, qui dit d'ailleurs tout de suite « je suis un lampi, je n'ai rien à voir là-dedans ». Évidemment, on a eu les... C'est un thème qui intéresse beaucoup et depuis longtemps. On a eu les Oliver Stone, le fameux JFK, et puis son enquête ensuite, son reportage TV, qui explique que c'est la CIA et que ça ne fait aucun doute que c'est la CIA. Et puis certains petits malins disent oui, mais qui est la CIA? Il y a certains qui considèrent le 11 septembre, c'est pareil. Qui Est-ce qu'il n'y a pas du qui derrière tout ça, comme le dit le général de Lavarde, et aussi déjà pour Kennedy, peut-être aussi son frère. L'actuel père de Robert Kennedy Jr., qui était aussi lui-même un Robert Kennedy, ils s'appellent tous Robert. Il y en a certains, ils s'appellent tous Jean-Mich, et chez les Kennedy, ils s'appellent tous Robert. Bon, ça, c'était le live d'hier. Restons extrêmement sérieux aujourd'hui sur ce sujet. Donc, il y a eu une déclassification. Suite à cette déclassification, il y a un certain nombre d'éléments qui sont ressortis clairement. Donc, les dossiers récemment rendus publics confirment l'existence d'une filière, ça secrète, de renseignement entre la CIA, nous dit un certain nombre d'analystes, et les services de renseignement israéliens. Tiens, j'en avais parlé il y a de cela à peu près un mois et demi, sur entre autres la thématique. C'était à l'époque, j'en avais parlé dans le cadre de l'affaire Epstein. J'étais allé d'Epstein, j'avais un peu comme le chat tiré la pelote, Epstein, Maxwell, le agent du Mossad, et puis j'étais remonté comme ça jusqu'au lien qu'il peut y avoir et qu'il y a eu à l'époque de Maxwell de collaboration entre la CIA et le Mossad, très clairement. Maxwell, le père de Ghislaine, eh bien, il y a un lien évident entre les deux. Donc, j'avais déjà évoqué ces sujets qui remontaient au moins jusqu'à JFK. J'avais parlé à l'époque d'un certain James Angleton. Voilà, donc... c'est supervisé, ce lien, à l'époque en tout cas de JFK, entre la CIA et le Mossad, par celui qui était le chef du contre-espionnage de la CIA. Il ne s'agissait pas simplement d'échanges de routine, mais d'un effort délibéré pour dissimuler l'implication d'Israël dans des opérations américaines sensibles en contournant les canaux de renseignement habituels. Donc en plus, et on cachait un certain nombre d'informations à la Maison-Blanche. On sait que ça existe, on l'a encore constaté entre 2016 et 2020 avec Trump. Il y a énormément de questions. Demain, à partir de 8h15 ou 8h, je rappelle que nous aurons Thierry Messant dans la matinale. À ne surtout pas manquer demain matin dans la matinale de géopolitique profonde, Thierry Messant. Donc Angleton, donc le fameux Jesus Angleton, joue un rôle essentiel, et il veille donc à ce que tous ces renseignements relatifs à Israël soient filtrés par lui seul.
Donc, il contrôlait aussi le flux du renseignement transmis au FBI en épurant, même le FBI, vous voyez, la CIA et le FBI, en épurant soigneusement les rapports pour s'assurer que les services de renseignement israéliens n'étaient jamais nommés directement. Une opération secrète cachée au vu et au su de tout le monde. C'est un petit peu ce qui se disait déjà depuis hier sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être le thème principal de cette émission. On va dérouler la suite de la pelote de laine. On va s'intéresser à Angleton, justement, et savoir si finalement, et pourquoi d'ailleurs, derrière Lee Harvey Oswald, il y a Ruby, il y a la CIA, mais qui à la CIA et qui derrière la CIA, les services du Mossad, derrière le Mossad, bon vous avez en tout cas, semble-t-il, selon certains, donc le Premier ministre de l'époque israélien, Ben Gourion. On va parler de nucléaire, d'essais nucléaires, évidemment de tout cela. J'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'il y en avait déjà certains qui étaient parfaitement au courant d'un certain nombre de choses dont je vais parler aujourd'hui et que je vais essayer de pousser le plus loin possible et méticuleusement avec des éléments sourcés au vu des dernières je dirais des dernières révélations, des dernières déclassifications. On sait qu'il y a une bonne partie qui avait déjà été déclassifiée, on va en parler. Et d'après les dernières, même si l'honnêteté intellectuelle et journalistique implique que je dise qu'il n'y a pas de preuve formelle, viendra-t-elle? Est-ce que cette déclassification, parce que c'est déclassifié pour déclassifier et donner ça comme ça, déjà il y a des interprétations à faire, et ça nécessiterait clairement, s'il y a des doutes, si Trump va jusqu'au bout, qu'il y ait une nouvelle commission, qui ne soit pas la commission Warren, hein, la commission où la CIA dirigeait l'ensemble, mais une nouvelle commission qui permette de traiter, de travailler le sujet jusqu'au bout, d'essayer de trouver peut-être des liens aussi avec le frère, parce que là, très franchement, sur le frère, il n'y a quasiment rien. On attendait des révélations sur un certain nombre de personnalités qui avaient pu être assassinées aux États-Unis, jusqu'à Malcolm X, disait-on même. Et eh bien, je dirais que certains analystes sont quand même restés sur leur faim. Donc, on ne va pouvoir creuser aujourd'hui concrètement que le cas John Fitzgerald Kennedy. Je rappelle bien évidemment les petites annonces avant de développer le sujet en tant que tel, géopolitique profonde. C'est le numéro 22, oui, 22 mars 2025, avec les meilleures plumes, les meilleurs permanents des matinales. Allez, on va se tresser des lauriers dans la matinale de géopolitique profonde. Mais il n'y a pas, évidemment, ils ne sont pas que sur la matinale, ils sont sur l'ensemble des plateaux aussi de Mike Borowski, mes plateaux du vendredi et du samedi, parfois même les émissions du midi. On retrouve Ferreira, Sylvain, Marc-Gabriel Draghi. Marc-Gabriel Draghi, c'est demain, juste avant Thierry Messant. Claude Janvier, le lundi. Voilà, des travailleurs acharnés, méticuleux, qui font un excellent boulot, comme Thibaut Kerlirzin. Voilà, et puis d'autres, évidemment, que nous aurons et que nous avons souvent sur les plateaux, Ozon, Vernochet. Et puis la macroéconomie, les placements, évidemment, Pengam, monsieur le directeur, Andy Bussaglia, dont on fait des chroniques avec Raphaël Beslu, de temps en temps. Et à une époque aussi sur Radio Courtoisie, je rappelle les émissions de Radio Courtoisie du livre journal de Géopolitique Profonde, évidemment, espace de Géopolitique Profonde, sur Radio Courtoisie, le samedi matin, entre 9h et 10h30. Voilà, tous les samedis matins. Et un invité qui, vous verrez, sera extrêmement intéressant samedi à 9h. Je ne vous en dis pas plus. Donc, sinon, la boutique est ouverte. On clique sous la vidéo sur les liens en description. Clique et on se fait plaisir. Je suis encore au café, je l'avais dit, et nous ne sommes que jeudi. Sachant que le jour le plus dur, le plus long, pour ce qui me concerne, mais ce n'est pas le plus désagréable d'être avec vous dès le matin à 7h et jusqu'à 20h30 en plateau, entre 19h et 20h30. Et j'annonce tout de suite, ce sera François Asselineau. À une semaine de son grand rendez-vous, nous aurons François Asselineau vendredi à 19h en direct avec notre ami Laurent Arthur Duplessis, François Asselineau, pendant 1h30 de pur régal, comme nous l'avons eu déjà il y a quelques jours dans les matinales.
Voilà, allez, on part sur le sujet Angleton, puisque c'est lui le personnage central qui expliquerait beaucoup de cet attentat à Dallas en 1963. Donc, voilà. Longtemps, on s'est dit, voilà, c'est la CIA, il y a un complot, c'est sûr. Ah, un complot? Ben non, il n'y a pas de complot. Là, je reviens sur la presse française. Il n'y a pas de complot. C'est les complotistes qui complotent. C'est les Russes. Ils ne complotent pas, nous. Hein, voilà. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot, Francine. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas eu de complot en 2020 sur la crise sanitaire. Il y a encore moins de complot aujourd'hui sur la menace existentielle. Il n'y a pas de complot. Il y a bien réchauffement climatique. Il n'y a pas de complot. Faut-il, on y soit qui mal y pense. Mettez-les tous dans des asiles, ces psychiatriques, tous ces complotistes. Bah oui, mais bon, voilà que les complotistes, quand même, il y a des éléments concrets. Même des fois, des dizaines d'années plus tard, quand saurons-nous vraiment sur un certain nombre de grands événements qui ont changé le monde? Attaque sous faux drapeau, guerre déclenchée, mais qui à l'origine? Enfin, toutes ces choses, non, il n'y a pas de complot. Il y a toujours eu des complots dans l'histoire du monde, il y en a toujours eu. Faut-il être un journaliste dépravé, comme nous en avons tant aujourd'hui dans la presse mainstream, pour oser prétendre qu'il n'y a pas de complot? L'histoire n'est faite que de complots. L'être humain est ainsi fait. On devrait le savoir, rien qu'en se sondant, en sondant son propre cœur et son propre esprit. Qui n'a jamais imaginé un jour cacher la vérité, comploter d'une façon ou d'une autre? Eh non, mais nous avons heureusement les hommes politiques, nous avons nos journalistes, nous avons l'État qui ne pense qu'à notre bien, évidemment. Le simple bon sens devrait suffire. Le simple fait de se regarder dans un miroir. Et qui n'a jamais péché, qui n'a jamais, honni soit celui qui mal y pense, mais surtout que celui qui se croit sans péché lui jette la première pierre. Vous savez, c'est Jésus avec la femme adultère. Chacun devrait se poser cette question: qui n'a jamais péché? Et donc, qui, pour un journaliste, n'a jamais, à un moment donné, voulu comploter? Bon, ça, c'était une petite introduction. On revient au sujet en lui-même. Donc, bon, évidemment, vous avez les Jack Ruby qui éliminent, les Lee Harvey Oswald, tout ça va très bien, ça règle le problème. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Donc, on avait eu en 1992 avec le film JFK, qui avait été porté par des acteurs tels que Kevin Costner, Tommy Lee Jones, on s'en souvient, le film documentaire d'Oliver Stone, en expliquant, eh bien, les choses étaient claires. C'est la CIA qui est derrière tout ça. On rappelle qu'en 2017, déjà, eh bien, entre autres du fait de ce film et de ces films, de ces déclassifications, il y avait déjà eu donc des déclassifications selon lui. Oliver Stone, en 2017, 2800 documents ont été rendus publics. Mais les fichiers les plus sensibles étaient restés secrets, donc d'abord sur décision de Trump. On rappelle que Sleepy Joe ou peut-être l'Autopen n'avait pas voulu marcher, il n'avait pas signé. Sleepy Joe, il n'avait pas voulu non plus révéler les derniers secrets. Donc on ne les connaissait pas. Et puis Trump est revenu à nouveau au pouvoir et a repromis qu'on aurait cette fois-ci la vérité, que c'était tellement grave et scandaleux ce qu'il avait pu voir quand il les avait vus en 2016 qu'il avait renoncé à les rendre publics. Et il avait du mal à lire, selon la presse française, puisqu'il n'y a rien dans ces documents. En plus, il ne sait même pas lire, Trump, vous vous rendez compte? Voilà. Donc non, il n'y a rien dedans. Voilà, donc ce serait la CIA, évidemment, qui serait à l'origine, puisque Kennedy, eh bien, après le désastre de la baie des Cochons, a décidé de mettre au pas la CIA, avec des coupes franches dans son budget. Toute sa politique étrangère allait à l'encontre des intérêts de la CIA, et de conclure, on connaît déjà la vérité, c'était un complot. Il a été tué par les forces qui le dépassaient, qui depuis effraient tous ses successeurs. Donc ce serait cet État profond américain, cette CIA. Ce serait l'origine, ou en tout cas le début de la grandeur de l'État profond américain, des néoconservateurs, de Lyndon Johnson, qui en est
fer de lance, en tout cas au niveau de la Maison-Blanche, qui succède évidemment à Kennedy après son assassinat. Et donc voilà, tout ça règle le problème définitivement. Donc c'est devenu une théorie qui était devenue totalement dominante, hein, c'est une véritable tarte à la crème. Mais même ça, c'est trop complotiste pour nos médias, évidemment. La CIA, mon Dieu, quand on sait maintenant qu'avec l'USAID et derrière la CIA, c'est l'ensemble de notre presse subventionnée. Et on ne croyait pas si bien dire, presse subventionnée, mais pas seulement par nos impôts, hein, mais la presse et les médias français sont aussi, comme les médias européens en général, comme les médias américains d'ailleurs aussi, eh bien, financés par, par des faux-nez par quelques oligarques, hein, du genre Bill Gates, mais surtout par des faux-nez de la CIA, dont cette agence du développement. On en sait beaucoup plus sur ce sujet aujourd'hui. Donc, théorie dominante jusqu'à présent, voilà. Mais il y a une autre hypothèse. Un fameux James Jesus Angleton, chef du personnel de contre-espionnage de la CIA, voilà, et qui est dont le nom apparaît. Alors là, pour le coup, on pourrait dire le contraire, son nom apparaît bien dans les documents, dans les derniers documents déclassifiés, sans qu'il ne soit fait un lien direct, hein, sur une quelconque culpabilité, que les choses soient claires. Mais en tout cas, ça met bien de l'eau au moulin à cette thèse, justement, de l'influence du chef du personnel du contre-espionnage. Donc, il dirigeait ça, c'était considéré d'ailleurs comme une CIA dans la CIA, hein. Très jalouse de ses secrets, disposant d'un pouvoir et de moyens énormes, et n'ayant de compte à rendre à personne. Voilà. Eh bien, ce bureau est apparu, ce qu'on a appelé dès 1951, et seulement à partir de 1954, Angleton devient le chef du contre-espionnage. Mais en 1951, il y a ce qu'on appelle le bureau israélien, dont Angleton, justement, prend la tête. Et ceci après la visite aux États-Unis à l'époque de David Ben-Gourion, le Premier ministre israélien. Et ce, pendant 25 ans, Angleton a été la liaison exclusive de la CIA avec les services secrets israéliens. Ainsi, par exemple, à la veille de l'invasion israélienne du Sinaï en 1956, Angleton affirmait à son chef, Alan Dulles, que nos amis, donc les Israéliens, n'avaient aucune intention belliqueuse. Certains, comme Robert Amory, chef de la direction de renseignement de la CIA, le dénonçaient déjà comme un agent israélien. On est en 1956, l'invasion israélienne du Sinaï. Déjà, on disait, le gars, c'est un agent d'Israël, au cœur même de la CIA. On est loin de 63, hein, on est en 56. Donc le gars, magnifique pédigré. Hein. Déjà, on pouvait lui arrondir en pas de corriche. Donc il devient le chef du contre-espionnage en 54. Voilà. Et alors il y a des preuves qu'il est sous contrôle du Mossad, évidentes. Alors, il y a aussi d'ailleurs, c'était peut-être le moment de dire qu'on a le cas de Jack Ruby aussi, hein, qui était lui-même directement lié à Israël. Hein. Puisqu'il était, on le mentionne, hein, Ruby, vous savez, celui qui a assassiné Oswald, comme étant un trafiquant d'armes au profit de l'Irgun, l'organisation terroriste dirigée à l'époque par Begin, qui deviendra Premier ministre, hein, ensuite d'Israël. Et donc, il dit « Nous allons liquider Oswald pour les Juifs ». Voilà. Mais évidemment, on accusera la mafia, et derrière la mafia, pourquoi pas Cuba, et derrière Cuba, pourquoi pas l'Union soviétique, c'est tellement plus simple. Voilà. Donc, le rôle de cet agent de liaison, évidemment, va être interrogé. Alors, quels sont les indices qui nous pourraient faire nous imaginer que derrière la CIA, il y a Israël ? Et pas seulement, même si on peut considérer, après tout, on n'est pas obligé d'y voir une cause unique. On peut trouver des intérêts convergents, ça arrive dans la vie. D'ailleurs, c'est un complot à deux, c'est toujours mieux que tout seul. D'ailleurs, c'est rare, on parle souvent des comploteurs.
Un comploteur tout seul dans son coin, c'est assez rare. Vous avez souvent des comploteurs, donc on peut très bien imaginer que les intérêts de la CIA et les intérêts d'Israël aient pu coïncider. Alors, est-ce qu'ils coïncident toujours? Ça reste à démontrer, pas nécessairement. Mais en tout cas, aient pu coïncider pour l'élimination de Kennedy, oui. Oui, oui, oui. Parce que la CIA, en effet, les arguments d'Oliver Stone ne sont pas mauvais du tout. Ils sont même très bons. Et en effet, ils ont d'excellentes raisons de l'éliminer. Ils le trouvent faible, déjà, pour commencer. Il n'obtempère pas sur le Vietnam. Il n'obtempère pas sur le fait de bombarder Cuba, ce qui aurait précipité d'ailleurs un holocauste nucléaire. À l'époque, on le rappelle, hein, merci Kennedy, entre autres. Donc, il n'obtempère pas. On l'avait vu déjà l'année précédente quand il dit « Je bin ein Berliner ». Mais oui, mais il dit « Je bin ein Berliner », Kennedy. Mais c'est une figure de proue de la paix, encore une fois, à ce moment-là. C'est-à-dire que les soviétiques eux-mêmes disent « Ce président américain est faible ». C'est ce que pense Khrouchtchev. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on est sur de la dissuasion nucléaire, et que la dissuasion nucléaire, elle nécessite absolument, pour qu'elle soit valable, que l'on prenne au sérieux celui qui est en face de vous. Et si on considère qu'il n'est pas sérieux et que jamais il appuiera sur le bouton nucléaire, vous pouvez appuyer le premier. Et ça, en effet, on peut comprendre que la CIA se soit dit, ce type est faible, Kennedy est un faible, on l'a vu sur le mur de Berlin, sur la crise de Berlin. Donc on ne peut pas garder un gars comme ça pour la sécurité nationale, c'est dangereux. On s'est rendu compte que sur l'affaire de Cuba, il n'était pas si faible que ça. Hein. Ça, Khrouchtchev, d'ailleurs, à mon avis, s'est cassé les dents à ce moment-là. Je pense que Khrouchtchev avait fait ce calcul en disant nous avons un président faible, on va pouvoir mettre des missiles à quelques encablures du territoire américain et tout se passera bien. Sauf que là, il s'est révélé, ce jeune président américain, comme étant un président qui n'hésitait pas à aller au maximum de la tension. Tout en ayant réussi à la désamorcer au dernier moment, ce qui lui vaudra le respect justement de ses adversaires. C'est ce qu'expliquait entre autres mon ami Bernard Le Grel, en expliquant que l'annonce de la mort de Kennedy, il y a une forte émotion, que ce soit chez Castro ou que ce soit chez Khrouchtchev, car ils avaient appris à respecter le bonhomme. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.